préférable justement pour qu'on puisse mettre en ligne ce web séminaire et le contenu des échanges. Donc voilà, le sujet, la réforme de la formation professionnelle. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, voici comment nous comptons vous présenter avec Florent sous forme de 4 parties le déroulé de ce web séminaire. Donc on commencera, donc Florent commencera par évoquer les enjeux liés à la formation dans l'entreprise. Je poursuivrai sur l'esprit de la loi de 2014. Ensuite, Florent donc reviendra plus particulièrement sur la notion d'entretien professionnel et je terminerai donc par le compte personnel de formation. Donc là, on va partir pour environ 30 à 40 minutes de présentation et on vous propose d'enchaîner ensuite par un échange de questions-réponses donc à la fin du web séminaire. Donc, faudra surtout pas hésiter à profiter du chat donc situé en bas à droite de votre écran pour poser toutes les questions qui vous viennent par rapport à la présentation. On essaiera du mieux possible d'y répondre. Et si par hasard vous arrivez à nous piéger, ce qui peut arriver, on n'est pas non plus des spécialistes et experts de la loi et de la réforme, hein, donc on va essayer de faire au mieux. Mais enfin, en tout cas, si vous arrivez à nous piéger, on n'hésitera pas à vous apporter des compléments de réponse juste après le web séminaire. Sachant que donc pour rappel, comme à l'habitude, on publiera tout en ligne sur le site de la MOPA, donc à la fois le support, le contenu de vidéo de ce web séminaire, mais également tous les documents ressources qu'on a jugé utile de compiler pour que vous ayez véritablement l'ensemble des documents en votre possession. Donc nos 3 objectifs ce matin, donc c'est à la fois de comprendre pour vous les grands principes de la loi, de pouvoir être en capacité d'en informer aussi vos collaborateurs et puis d'intégrer finalement les outils qu'on vous mettra à disposition. Et je reviendrai plus particulièrement sur les outils AGFOS PME au travers de la mallette RH. Voilà, donc sans plus attendre, Florent, je te laisse le micro. Pardon, en effet, avec le micro, c'est un peu mieux. Donc, je m'excuse, je répète ce que je disais. Je disais que je remerciais Fabien, je remerciais la MOPA de me permettre d'être à leur côté pour ce web séminaire. Il nous a semblé important avec Fabien, avant de commencer sur les points de la réforme, sur la loi, de faire un petit tour sur les enjeux de la formation dans le monde du travail et plus précisément dans l'entreprise. Alors, en effet, la question qu'on se pose, nous aussi, tous les jours, on travaille sur ce sujet-là, c'est est-ce que la formation est importante et à quel point elle est importante. Alors, je crois qu'on va passer une slide un peu trop vite. Voilà. Euh, la formation, nous, on considère que c'est un pilier stratégique pour la performance de l'entreprise. C'est donc un outil indispensable pour la formation qui est à la fois un droit et à la fois un devoir. La formation, en fait, permet de définir les compétences nécessaires pour aujourd'hui et pour demain. Elle permet, en fait, à l'entreprise d'être toujours compétitive en identifiant bien les compétences de chacun sur un poste précis, mais également les compétences de chacun au sein d'un collectif. C'est un outil qui permet de piloter donc la stratégie et la performance de l'entreprise. Et c'est un outil qui permet de mettre en place une démarche active des compétences au sein de son entreprise. La formation professionnelle permet d'accompagner l'entreprise dans le temps, permet de faire émerger des talents cachés ou d'ailleurs des talents qu'elle a tous les jours, avec lesquels elle travaille tous les jours. Petit rappel au niveau du réseau et de la branche tourisme, vous avez, on ne l'a pas mis ici de manière détaillée, mais le référentiel activité et responsabilité qui propose en fait une série de 9 familles de métiers ou de missions à accomplir dans le réseau des offices de tourisme et du tourisme institutionnel au niveau de cette possibilité d'accompagner les compétences. Alors, nous, on en est persuadés dans le tourisme hein, de cette chance, puisqu'en fait,
Pardon, parce qu'en fait, on est, nous, un secteur qui se forme énormément, qui se forme bien plus que la moyenne de toutes les autres branches confondues. En France, le départ annuel en formation est de 20%, un peu inférieur à 20%, alors que dans le tourisme institutionnel, on a au moins un salarié par an, la moitié de l'effectif qui part en formation chaque année. Alors, ce qui explique globalement ce phénomène, c'est que notre OPCAT branche, GFOS PME, avec qui on est quand même assez proche, joue vraiment le jeu et finance quasiment chaque année plus de 130% de la collecte annuelle. Donc, c'est aussi un acteur incontournable à nos côtés pour pouvoir financer ces formations. C'est également un levier social très important. Ça permet la formation, et quand on suit les formations, vous le voyez bien, ça permet de voir comment un salarié se situe dans son équipe. Ça permet d'être un outil de reconnaissance pour l'entreprise, pour le salarié par rapport à son entreprise. C'est un lieu aussi où peuvent émerger des nouvelles personnalités, où les gens se découvrent sous un autre angle. Donc, c'est un vrai baromètre important pour l'entreprise. Ça permet d'identifier au sein de sa structure et de son projet d'entreprise comment les gens se positionnent et quel retour sur investissement il peut attendre des gens qui sont formés. Et là, ça nous emmène un petit peu sur la réforme. C'est un pilier du projet de l'entreprise et des hommes. La formation est un droit, est un devoir pour les salariés. On a obligation de se former dans l'intérêt de l'entreprise et c'est l'employeur qui décide des actions de formation à mener. Et le salarié, dans ce dispositif de formation, lui, s'engage à donc suivre les formations qui sont nécessaires pour son maintien au poste, pour son adaptation au poste. Et également, maintenant, c'est une chose un peu plus poussée sur le développement des compétences pour le poste, ce qu'on appelle les formations de catégorie 2 dans le plan de formation de l'entreprise. Donc ça, c'est pour tout ce qui est d'intérêt de l'entreprise. Mais également, et c'est la réforme insiste assez sur ce point-là, c'est un endroit ou un lieu plutôt où la formation permet à chaque individu, chaque salarié, secteur privé, d'être acteur de son parcours professionnel, avec des dispositifs comme le congé individuel de formation, comme la VAE, comme les bilans de compétences, et comme le CPF, le compte personnel de formation, qui nous amènera à un point particulier de la réforme. Donc, ce point particulier nous emmène du coup sur la réforme, qui est une réforme très importante, qui est la plus importante depuis 40 ans. Et je vais laisser Fabien, en fait, vous exposer l'esprit de cette réforme. Donc j'ai rallumé le micro. Florent, si tu peux couper ton micro. Et voilà, donc je vais poursuivre donc pour rentrer véritablement dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais juste qu'on s'arrête sur des repères, quelques repères historiques par rapport à la formation professionnelle. On voit que c'est pas nouveau, hein, puisque depuis le début des années 70, on a notamment le début de la collecte auprès des entreprises pour abonder et financer des actions de formation professionnelle. Ensuite, donc milieu des années 90, on assiste à la création des fameux OPCA, des fameux organismes paritaires collecteurs agréés. Donc AGFOS PME étant l'OPCA de la branche tourisme jusqu'à présent. Et donc on avait une collecte milieu des années 90 qui équivalait à 1,60% de la masse salariale brute, qui était collectée par ces OPCA. 2004, l'arrivée du DIF, du droit individuel à la formation, et puis à partir de 2009, on a notamment une réforme, notamment des OPCA, puisqu'en fait on assiste à énormément de regroupements dans ce secteur, et donc on voit finalement on passe d'une centaine d'OPCA à plus qu'une vingtaine en fait courant des années 2009-2010. Donc il y a également la création du FPSPP. Alors on va essayer de pas trop vous perdre dans les sigles parce que c'est vrai que le jargon de la formation professionnelle est
fan de tout un tas de sigles. En tout cas, le FPSPP, c'est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. En fait, si vous voulez, c'est en quelque sorte un fonds national qui est reversé à des entreprises ou à des secteurs d'activité ou à des priorités en termes de formation pour notamment des publics tels que les demandeurs d'emploi qui finalement permet de prioriser aussi les dépenses liées à la formation. Donc on a au niveau du financement, on a d'un côté les OPCA que vous connaissez pour la plupart tous, donc qui financent évidemment des actions de formation, et puis on a aussi en fonction des priorités définies au niveau national par le FPSPP, ça peut être également un fonds qui est activé pour justement financer de la formation. Et puis donc arrive donc la loi de 2014, la loi du 5 mars 2014. Alors, 3 messages forts derrière cette loi. Donc là, le premier, c'est de la volonté de simplifier l'obligation de financement de la formation. C'est le fameux 1%, c'est-à-dire que les entreprises, dorénavant, en tout cas pour les entreprises de plus de 10 salariés, financent à hauteur d'1%, un seul pourcent, le fonds de la formation. Et donc c'est l'OPCA, donc en l'occurrence AGFOS, comme je le citais, de la branche tourisme, qui collecte ce fonds auprès des structures, auprès de nos entreprises. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, on est sur un pourcentage donc qui est de 0,55 de la masse salariale brute. Le deuxième point important, c'est finalement le recentrage lié à la gestion des compétences. C'est notamment l'importance évidemment d'activer le plan de formation, de mettre en place un plan de formation, mais c'est aussi la mise en place notamment de l'outil de l'entretien professionnel, sur lequel on reviendra plus en détail tout à l'heure, qui permet véritablement de mettre l'accent sur la gestion des compétences en entreprise. Et derrière tout ça, en fait, il y a véritablement cette notion d'employabilité, l'employabilité de ces salariés. C'est-à-dire que non seulement il faut, entre guillemets, adapter le salarié par rapport à son poste de travail, mais c'est aussi l'appuyer, on va dire l'appuyer et discuter avec lui, donc au travers de l'entretien professionnel, mais finalement pas que, pour pouvoir justement réfléchir également à son avenir professionnel et à ses ambitions professionnelles. Donc c'est vraiment cette notion d'employabilité. Donc effectivement, il y a la nécessité de l'accompagner dans son quotidien par rapport au travail qu'il occupe aujourd'hui, mais aussi c'est réfléchir à demain, parce que finalement le salarié n'est pas forcément pieds et poings liés également avec sa structure. Donc ça, c'est le deuxième message important de la réforme. Le troisième, donc ça, c'est notamment par rapport au compte personnel des formations, et le fait de réussir à être un petit peu autonome par rapport à sa propre volonté d'accéder à un niveau de qualification qui peut être reconnu aussi au niveau de la certification. Donc voilà, donc à noter également, donc parallèlement à cette loi du 5 mars 2014, la loi du 17 août 2015, qu'on dit également loi Rebsamen, donc ancien ministre du Travail, qui est reparti pour des contrées dijonnaises il y a peu de temps. Et en fait, cette loi du 17 août 2015, même si finalement donc la majorité des dispositions vont avoir lieu courant 2016 et qu'on attend toujours finalement les textes d'application, il y a deux messages forts aussi derrière cette loi, c'est la volonté en fait de faciliter le dialogue social dans les entreprises et la création d'un compte personnel d'activité qui sera en quelque sorte qui assurera finalement le suivi de tout son projet, de toute sa carrière professionnelle. Et donc voilà, donc pour le moment on est encore en attente de précision concernant son application. Mais en tout cas voilà, c'est quand même une loi également qui a son importance par rapport au champ qui nous concerne aujourd'hui. Alors là, dans cette diapositive, on vous a partagé finalement un lien qui vous permettra, en l'espace de 3-4 minutes, d'avoir finalement une vidéo assez ludique qui permet justement de mieux appréhender
la réforme de la formation. Donc je vous invite à la consulter. Pour des raisons de timing, on va pas l'enclencher ce matin, mais en tout cas elle est plutôt bien faite. Alors, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que le point majeur lié à cette réforme, c'est qu'on est passé véritablement d'une logique fiscale à une logique sociale. Alors, en d'autres termes, il n'y a plus d'obligation de justifier des dépenses de formation, mais il y a une obligation de continuer à former ses salariés. Donc, en gros, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent la 2483, puisqu'elle finalement elle concerne les entreprises de plus de 10 salariés. En gros, la 2483, elle doit être honorée pour les entreprises donc de 10 salariés et plus auprès des services de l'État au nom de la participation au développement de la formation continue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, avant la réforme de 2014, il y avait donc pour ces entreprises finalement 1,6% de la masse salariale brute qui était versée au titre de la formation professionnelle. Dans ces 1,6%, il y avait cette notion d'imputabilité, le fait de justifier qu'on a bien honoré notre obligation. Et donc pour 0,9% de ces 1,6, l'entreprise devait justement justifier de ses dépenses. Il y avait 0,5% qui devait être justifié par l'OPCA et on en avait 0,2% qui devait être justifié par le FONGECIF. Dorénavant, donc, il n'y a plus d'obligation. Et récemment, je suis tombé également sur un chiffre qui permet aussi de tout à fait justifier le fait qu'on puisse concevoir le fait de plus être tellement dans une logique fiscale, c'est que dans les faits, on s'est rendu compte que la moyenne des dépenses en matière de plan de formation, toutes branches confondues, était de 2,06% de la masse salariale brute. Donc ce qui est supérieur, finalement, c'est un taux qui est relativement supérieur au minimum légal de 0,9% dont je parlais tout à l'heure. Donc ce qui explique le fait que l'incitation fiscale à la dépense de formation ne se justifie donc plus. Alors par contre, si ce n'est pas d'ordre fiscal, effectivement, il y a quand même une notion d'obligation par rapport à la mise en place d'actions de formation pour son personnel. Alors, par rapport à ces actions de formation, je vous laisse donc découvrir un petit peu en quoi consistent finalement ces obligations. Donc le fait que l'employeur doit s'acquitter de mettre en place des actions de formation également pour ses salariés. Et donc pour cela, il faut que donc ce soit des actions donc, qui ont un programme et dont avec des objectifs pédagogiques évidemment, et dont le niveau de connaissance préalable doit être requis et mentionné. Dans ce programme, on doit aussi retrouver la notion de moyens pédagogiques et les moyens finalement qui permettent d'encadrer l'action de formation. Et ensuite, donc, il y a aussi une nécessité d'apprécier les résultats et notamment de bien s'assurer que les résultats liés à cette formation vont être utilisables au sein de l'entreprise. Ensuite, donc, par rapport au deuxième critère, on va dire, important à bien avoir en tête, c'est le fait que le prestataire de formation, l'organisme de formation auquel vous pouvez faire appel pour une action, doit délivrer en fait une attestation de fin de formation. Donc ça, c'est une obligation. Donc à chaque stagiaire, ça doit être une attestation individuelle et dans laquelle on doit retrouver non seulement les objectifs, la durée et la nature de l'action, mais également les résultats des acquis de la formation. Savoir voilà ce qu'elle a apporté. Donc c'est le stagiaire finalement qui jugera, qui évaluera finalement si les objectifs pédagogiques de départ ont bel et bien été respectés, ou en tout cas que le contenu de la formation correspond aux attentes et aux objectifs cités au départ. Donc ça suppose aussi qu'il va y avoir un renforcement parallèlement du contrôle des organismes de formation par rapport à cette notion de qualité d'action de formation. Donc ça c'est pareil, on est en attente à l'heure actuelle des critères pour les organismes de formation, mais en tout cas c'est quelque chose
où il y a véritablement une vigilance quand on est organisme de formation à se doter, et surtout de se prémunir en fait pour éviter d'être pénalisé. Sachant que l'autre point important, c'est que ce fameux contrôle des organismes de formation sera assuré dans sa grande majorité par les OPCA. Voilà, donc en résumé par rapport à ce que la réforme change pour l'entreprise, donc il y a véritablement donc deux obligations importantes à bien avoir en tête. Le fait que l'employeur assure l'adaptation des salariés à son poste de travail, donc ça c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, et aussi le fait de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi. C'est cette notion finalement liée à l'évolution des emplois et la nécessité finalement aussi d'avoir parallèlement des outils de veille ou en tout cas des outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences aussi pour tenir compte de l'évolution des métiers. Et alors l'autre, on va dire qui est plus facultative, c'est le fait de proposer des formations qui participent au développement des compétences. Donc voilà en quelques mots le résumé de cette réforme et ce qu'elle induit par rapport aux entreprises. Alors, ce qui est important dans cette diapositive de bien avoir en tête, c'est finalement, ça permet aussi de resituer dans des périodes, on va dire, historiques, le fait que ça a évolué. La jurisprudence aussi a évolué. Donc là, par exemple, avec cette diapositive-là, on voit que au début des années 90, donc il y a une jurisprudence qui est arrivée par rapport à notamment l'obligation de l'employeur à adapter son salarié à son poste de travail. Donc ça, c'est vraiment le fait que l'employeur a aussi cette vocation à finalement proposer des actions de formation qui peuvent permettre aux salariés de justement être en phase avec son poste de travail. Dans les années 2000, on a une jurisprudence qui est apparue et qui concerne notamment l'importance que l'employeur veille à l'employabilité de son salarié, donc c'est-à-dire à la capacité de son salarié à occuper un emploi. Donc c'est la notion que j'évoquais tout à l'heure avec vous sur cette notion d'employabilité, donc qui va au-delà du simple poste de travail. Et donc en 2014, avec notamment le thermomètre ou le baromètre en fait, qui permet de mesurer un petit peu l'appétence ou en tout cas la force d'écoute de l'employeur vis-à-vis de son salarié, et aussi l'appétence de son salarié à réfléchir ou en tout cas à se projeter dans son parcours professionnel. Et donc c'est vrai que l'entretien professionnel est un outil au service de ces deux choses importantes. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour appuyer cette notion de jurisprudence, voilà, où il y a une référence de certains arrêtés pas arrêtés, mais on va dire des choses qui se sont produites en fait ces dernières années, et c'est donc un tableau qui nous a été communiqué donc lors d'une formation à Office de Tourisme de France et qui était dispensé par le Centre Info, et donc qui permet d'avoir finalement des cas très pratiques et des cas très concrets de jurisprudence liés notamment à ces deux cas de figure que sont l'adaptabilité du salarié à son poste de travail et au fait de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi quand on est employeur vis-à-vis de son salarié. Voilà, donc par rapport à l'obligation, on va dire, de financement, là vous avez très clairement un schéma qui récapitule cette obligation de financement, donc avec le fameux 0,55% de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 10 salariés et le 1% pour les entreprises de 10 salariés et plus. Donc pareil, c'est un schéma qui nous a été partagé par le Centre Info, et donc voilà, qui est assez clair, me semble-t-il. Alors à noter également le fait pour les entreprises qui souhaiteraient gérer en interne leur le compte personnel de formation de leurs salariés, il y a quand même cette possibilité-là qui est offerte, et auquel cas en fait la collecte de l'OPCA donc peut diminuer à 0,8% de la masse salariale brute. Donc voilà. Donc ça c'est les deux données, les deux pourcentages qu'il faut bien avoir en tête.
Alors, je vais passer très rapidement sur ces notions de cotisation. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les entreprises de moins de 10 salariés, sur ce fameux 0,55%, il y a 0,40% qui est dédié au plan de formation et 0,15% qui est dédié à la cotisation OPCA et pour les fonds de la professionnalisation. Ensuite, donc pour les entreprises de plus de 10 salariés, donc ce fameux 1%, donc il est collecté par l'OPCA. Et il faut pas oublier, donc ça c'est rappelé aussi par cette slide, mais les fameux 1% de la masse salariale aussi liés au CDD. Bon, sans rentrer dans le détail, vous avez un peu la ventilation de ces taux de collecte. Voilà, il faut vraiment imaginer des tiroirs différents qui permettent finalement le financement de différents dispositifs de formation. Selon la taille de l'entreprise, on voit que les tiroirs les pourcentages et la ventilation en fait dépend des tiroirs et donc est différente par rapport à la taille des entreprises. Par rapport au FPSPP que je mentionnais tout à l'heure, il faut savoir que donc les entreprises collectent pour les plus de 10 1% de leur masse salariale auprès de l'OPCA et l'OPCA en fait reverse au FPSPP, donc au niveau national, un pourcentage de cette collecte pour qu'ils puissent finalement reverser aussi ces fonds de formation auprès de Pôle emploi, auprès d'entreprises en fonction de besoins économiques et en fonction éventuellement de public également cible, et notamment l'une des priorités à l'heure actuelle concerne la formation des demandeurs d'emploi. Donc voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous reposer des questions par rapport au FPSPP, mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin c'est un acteur incontournable quand on parle de financement de la formation. Par rapport aux OPCA, donc je vais balayer très vite parce que ça vous concerne, je pense. En tout cas, ça vous concerne évidemment, mais par rapport à vos attentes de ce jour, je pense que l'important est de vraiment avoir les points clés de cette réforme en tête. Donc, je vais balayer très rapidement. Je pense que vous pouvez découvrir par vous-même les différentes incidences en fait de la réforme par rapport au rôle des OPCA. Et j'ai fait également, je vous propose également quelques diapositives par rapport aux prestataires de formation et notamment les incidences liées à la réforme. Donc pareil, je les balaye assez vite. Vous aurez tout le temps finalement de les découvrir et de les parcourir dès qu'on aura mis en ligne ce support. Alors maintenant, donc je vais laisser donc Florent évoquer avec vous la notion d'entretien professionnel pour justement voir en quoi il consiste et comment il se formalise. Merci Fabien. Bon, cette fois-ci, j'ai activé le micro à temps. Euh, voilà, dans l'esprit de la loi, vous avez bien vu ce que vous avez expliqué Fabien, il a fallu que l'État, pour le coup, se dote d'un thermomètre, on va appeler ça un petit peu comme ça, un thermomètre pour pouvoir évaluer comment la réforme est mise en place dans les entreprises. Donc, un thermomètre ou un radar, hein, c'est en effet un outil de mesure essentiel d'entretien professionnel pour voir si l'employeur a respecté son obligation de veiller à l'employabilité de tous ses salariés. Donc, on va rentrer en fait maintenant un petit peu dans le détail de sa tenue, de son objectif, de son contenu, de voir en fait après comment, quel contrôle et quelles sanctions. Donc, je vous ai listé ici, donc on peut les reprendre un petit peu une par une. Euh, c'est une liste de ce qu'est l'entretien professionnel dans ses grandes lignes. Alors, c'est quelque chose qui remplace en fait tous les autres entretiens. C'est le seul à être obligatoire et reconnu par le Code du travail, sauf si des conventions collectives ou des accords d'entreprise rendent obligatoire des entretiens type genre d'évaluation annuelle. Mais c'est le seul aujourd'hui reconnu obligatoire il a une dizaine d'années qu'il est initié, hein. Il a été rendu obligatoire en 2009
mais sans réel contrôle. Et on peut imaginer que c'est quelque chose qui va changer dans le mois à venir, puisque il y a pas mal d'argent à la clé, on peut dire ça comme ça, et c'est donc il est en vigueur depuis le début de la loi, donc mars 2014. Il doit y avoir un entretien à minima tous les 2 ans. Rien n'empêche d'en faire en plus, hein, par an. Donc pour tout le monde, au 7 mars 2016, il faut avoir effectué un entretien professionnel dans sa structure. L'histoire ne dit pas si c'est avant minuit 00. Voilà, ça, ce sont les grandes lignes. Il y a plusieurs petits cas différents. Il se fait à partir de la date d'embauche du salarié, ce qui implique qu'il n'est pas forcément opportun pour l'entreprise de le réaliser tous à la même période. Ça peut s'échelonner dans l'année. Et si un salarié s'est absenté pendant une longue période, il va être proposé de manière systématique par l'employeur quand le salarié revient de cette période d'essai. Point important également pour les managers, c'est on a des habitudes de faire, ils ont l'habitude de faire des entretiens d'évaluation des performances. L'entretien professionnel doit vraiment être distinct de cet entretien, ce bilan d'évaluation. Alors sa finalité, elle est très claire et elle est exclusivement tournée sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. L'idée est, à travers cet entretien professionnel, de remplir la condition que je vous ai expliquée tout à l'heure sur le développement des compétences d'un salarié à un poste dans son entreprise. Donc la finalité exclusive de cet entretien professionnel, il est de permettre à l'employé, au salarié, d'évoluer dans sa carrière professionnelle. On parle d'employabilité. Donc on parle d'employabilité à 2 ans, mais rien n'empêche en fait d'imaginer l'évolution du salarié à plus long terme. Cette évolution sur les perspectives, cette unité sur les perspectives d'évolution, elle est conditionnée à un accompagnement de l'entreprise. L'idée, c'est comment l'entreprise, à travers cet entretien professionnel, propose des actions de formation à son salarié, notamment par le biais de formations qualifiantes, qui permet en fait, à l'issue d'un certain laps de temps, d'avoir en fait un écrit ou d'avoir en fait de quoi justifier le fait que l'employé a suivi un parcours d'évolution professionnelle. Depuis peu, en juillet 2014, il y a un conseil en évolution professionnelle qui permet, et Fabien on le présentera peut-être un petit peu mieux tout à l'heure, qui permet en fait de permettre aux salariés d'avoir un recours possible sur un certain nombre de questions, notamment comment financer ces formations, comment trouver les formations qualifiantes, choses comme ça. Alors, l'entretien professionnel, il s'applique à tout le monde, à toutes les entreprises, peu importe la taille. Il s'applique à tous les salariés, peu importe le statut. Qu'on soit en CDD, en CDI ou qu'on soit saisonnier. Donc dans le secteur du tourisme, c'est important. Ce point est important. Il y a quelques exceptions notamment. Il n'est pas obligatoire pour sont exclus les stagiaires, toutes les personnes mises à disposition, les intérimaires ou les sous-traitants. Alors, cette obligation tous les 2 ans de suivre un entretien professionnel, comment ça se passe? Dès l'embauche du salarié, l'employeur doit informer qu'il bénéficiera d'un entretien professionnel durant sa carrière ou durant son poste d'entreprise. Alors, ce n'est pas formalisé de quelque façon que ce soit, hein. Ça peut être dans un livret d'accueil, ça peut être une mention spécifique sur le contrat de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est proposé par l'employeur. Et l'employeur doit informer tous ses salariés qu'il pourra bénéficier de cet entretien-là afin de développer ses compétences. Sur la tenue et sur sa formalisation, il n'y a pas de cadre légal particulier, notamment entre le délai de convocation et le jour de l'entretien professionnel.
voilà, il n'y a pas de formalisme plus que ça, si ce n'est qu'il doit être réalisé et qui doit être réalisé dans des conditions favorables au dialogue, à l'échange et sur cette idée d'évolution professionnelle. Une petite clause qui est spécifique, c'est que le salarié, pour X raisons, peut le refuser, mais l'employeur doit être en capacité de justifier sa proposition. L'entretien professionnel donne lieu à un document écrit qui en fait retrace le différents, on va le voir tout à l'heure, le différents contenus, les différents échanges de cet entretien. Et le salarié dispose d'une copie de cet entretien. Alors son contenu, là également, vous a listé pas mal de petites choses. Globalement, c'est un vrai échange à long terme hein, qu'il faut avoir avec son employeur, avec son salarié. Donc ça nécessite un travail préparatoire des deux parties. En effet, du côté du manager, il faut qu'il soit en capacité de se projeter dans l'avenir et de voir quelles évolutions sont prévisibles dans l'emploi du salarié, soit au sein de son service actuel, soit plus globalement au sein de son entreprise. A contrario, le salarié, lui, doit savoir à peu près où il se situe et doit être en capacité, à travers des objectifs de professionnalisation, d'identifier des souhaits d'évolution, pareil, hein, soit sur son poste, soit dans le service, soit dans l'entreprise, soit dans un groupe, si on parle d'un groupe. Le contenu donc les échanges se font également sur quelles échéances sont à envisager. Je parlais tout à l'heure de l'évolution à 2 ans, à moyen terme, ou à X années supérieures. Donc ça, c'est un dialogue qu'il faut avoir aussi également entre les deux parties. Et après, ce qui est important, c'est dans cette phase d'échange, quelles sont les difficultés, les atouts, les freins qui peuvent être identifiés de chaque côté en fonction de la demande du salarié ou de son souhait, si c'est complètement ex nihilo la stratégie de l'entreprise ou si c'est a priori pas réalisable. Et d'un point de vue du manager, notamment sur l'intérêt de son entreprise, l'intérêt de l'entreprise, sur la capacité de co-investir financièrement en abondant par exemple le CPF de créditeurs sur la réalisation d'une formation qualifiante. Voilà. Enfin, c'est un vrai dialogue qu'il faut avoir entre les deux parties. Et donc, la formalisation de tout ça, c'est que comment l'entreprise accompagne son salarié et comment en fait l'entreprise permet aux salariés, à travers des actions de formation, de travailler sur ces écarts de compétences entre la situation actuelle et la situation à venir. Toutes ces modalités de réalisation et de proposition sont formulées en fait par les deux parties à travers ce document écrit qui relate en fait de tout ce qui s'est dit dans cette. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a un but. Pardon. Non, si, c'est bon. Pour voir si tout se passe bien aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir la volonté d'avoir un contrôle. Et donc, il y a une vigie qui va s'installer en fait tous les 6 ans pour faire un état des lieux de la bonne réalisation ou de la réalisation des entretiens professionnels. Le but de cet état des lieux tous les 6 ans est de vérifier si le salarié a bénéficié durant ce laps de temps des entretiens biannuels obligatoires. Ça, c'est le premier point. Dans un second temps, il va vérifier si le salarié a suivi au moins une formation de catégorie 2, c'est-à-dire qui permet de développer des compétences et de se projeter dans le temps, s'il a acquis des éléments de certification par le biais de la formation professionnelle, et s'il a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. L'idée est que dans ces 6 ans, le salarié doit avoir au moins 2 des 3 mesures qui ont été mises en place pour lui. Il y a sanction de la part de l'État si ces entretiens n'ont pas été effectués. Donc, si le salarié n'a pas bénéficié de ces entretiens pour pouvoir être en capacité d'évoluer sur son poste.
et si au moins 2 des 3 mesures donc n'ont pas été mises en place. On peut revenir après sur les 3 mesures si vous souhaitez. Quand on dit qu'il va y avoir des sanctions, aujourd'hui on ne sait pas exactement comment ça se passera. On suppose que ce sera du rôle des OPCA, des OPCA, ce qu'expliquait tout à l'heure Fabien rapidement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est quelles sanctions seront possibles. Aujourd'hui, on peut identifier 2 choses, un abondement correctif au compte personnel de formation, au CPF, que Fabien présentera tout à l'heure. Aujourd'hui, cet abondement et cette sanction forfaitaire en euros s'appliquent qu'aux entreprises de plus de 50 salariés. Il n'empêche qu'en 2017, les autres structures de moins de 50 salariés verront également des sanctions qui seront plus définies. Même si aujourd'hui rien n'est vraiment statué sur l'abondement correctif au compte personnel de formation ou la somme forfaitaire qui sera versée à ce cas, il y a des risques de contentieux sur des actions au prud'homme. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Donc, en fait, il ne faut pas s'affranchir de cette obligation de mener des entretiens professionnels. Déjà pour cette raison, on va dire, de sanctions, mais parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, il faut considérer la formation comme un levier important dans son entreprise, comme un axe stratégique, et rentrer dans ce processus de professionnalisation de la structure et des salariés ne peut être que bénéfique pour les deux parties. Je vous ai mis également les sommes qui seront donc sanctionnées si les entreprises n'effectuent pas ces entretiens-là. Et si les salariés n'ont pas effectué 2 des 3 mesures en question, à savoir qu'il peut y avoir jusqu'à 3 000 € de sommes forfaitaires qui seront versées à l'OPCA pour un salarié à plein temps. Ce qui est important de voir, c'est que ça n'empêche pas, ce n'est pas cette sanction, cette punition qui désengage en fait la bonne réalisation des actions. Les sanctions ne dispensent pas l'entreprise de ses obligations d'employabilité. On est sur le cœur de la loi, de cette réforme. Donc, en fait, ce sont des amendes, mais qui n'empêchent pas, qui ne s'affranchissent pas de la bonne réalisation de ces entretiens. Quand on a parlé d'abondement du CPF à hauteur de 100 heures pour un salarié à plein temps, cela fait que, Fabien va l'expliquer un peu mieux tout à l'heure, on a un plafond dans son CPF, mais ça permet en fait aux salariés, par cet abondement du temps de crédit de formation, d'avoir encore plus de temps pour pouvoir en fait suivre des formations. Donc Fabien va rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça à travers l'outil vraiment de gestion de son compte personnel de formation, à savoir le CPF. Je ferme mon micro. Ok, je reprends le flambeau. Donc, le compte personnel de formation. La plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. En tout cas, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un compte donc qui est un droit individuel, un droit donc attaché à chaque personne, donc avec finalement une plateforme dédiée. Donc vous avez le lien moncompteformation.gouv.fr. Donc je vous invite, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à créer votre propre espace individuel, notamment pour renseigner, ça prend 5 minutes à tout casser. Ça vous permet donc de renseigner déjà le nombre de crédits d'heures diff que vous avez pu accumuler jusqu'au 31 décembre 2014. On reviendra un petit peu sur la particularité DIF CPF et notamment par rapport au report des heures. Donc en gros, ce qui est important de bien avoir en tête sur cette plateforme, c'est que ça vous permet finalement d'avoir un compteur temps du nombre d'heures dont vous disposez au titre de la formation, au titre de vos propres projets de formation. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses.
moncompteformation.gouv.fr. Ce que je disais à l'instant, donc le DIF, donc la clôture du DIF, c'était donc au 31 décembre 2014. Jusqu'au 31 janvier 2015, les structures, les employeurs avaient pour obligation de communiquer par écrit auprès de leurs salariés finalement le nombre d'heures DIF qu'ils avaient pu acquérir et qui n'avaient pas été utilisées en fait. Donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, je peux éventuellement dans la boîte à outils, dans les ressources qu'on va vous partager, vous glisser un modèle de courrier, voilà, même si normalement ça aurait dû être fait depuis le début de l'année. Alors, les heures diff accumulées ne sont pas reportées sur le CPF. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un capital, on va dire de 60 heures diff depuis cette année, vous avez enclenché de toute façon votre crédit d'heures CPF parallèlement. Donc, c'est pas parce que vous avez des heures diff qui ont été comptabilisées que finalement on les remplace par des heures CPF. Donc voilà, donc c'est vraiment deux enveloppes, on va dire, qui sont différentes et donc qui vont vous permettre aussi de pouvoir jouir entre guillemets d'une somme d'argent pour pouvoir financer des actions de formation que vous souhaiteriez suivre. Donc sachant que un rappel aussi pour les acteurs de la branche tourisme, que ce soit des offices, CDT, CRT, l'OPCA, donc AGFOS PME, donc nous partage les critères de prise en charge de la branche tourisme, généralement en mars de chaque année. Donc pour les critères 2016, donc on aura vraisemblablement connaissance des critères de prise en charge en mars 2016, donc qui vous permettra finalement de savoir quel est comment la somme qui peut être reversée, qui peut être demandée auprès de l'OPCA. Donc le forfait heure stagiaire, donc au titre du DIF ou au titre du CPF, tout dépend de ce que vous souhaiteriez activer. Voilà, donc un rappel, mais ça semble une évidence, c'est que le DIF continue à exister, subsiste au sein de la fonction publique territoriale. Donc au niveau de la fonction publique territoriale, ils ne sont pas encore passés au compte personnel de formation. Voilà, donc par rapport à cette notion de formation éligible, donc on a bien vu que la réforme aussi souhaitait appuyer la montée en compétences et la qualification des salariés. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que par rapport au portail moncompteformation.gouv.fr, c'est que vous avez une liste des formations qui rentrent. Donc, ils sont édités par la Copanef, le Coparef et CPNE. Et donc, en fait, ça permet de savoir quelles sont les actions que vous pouvez finalement suivre et au titre de votre CPF. Voilà, donc cette slide me permet un petit peu d'avoir un récap de comment ça se passe. Florent mentionnait le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. C'est vrai qu'il va avoir son importance, c'est-à-dire qu'on est souvent perdu un petit peu dans la jungle des formations, des titres, des diplômes. On ne sait pas nécessairement sur qui s'appuyer pour avoir la bonne information. Il faut savoir que il y a un portail aussi qui vous permettra d'avoir les interlocuteurs, les bons interlocuteurs pour vous aiguiller et vous aider finalement dans cette notion de recherche de formation qui est appropriée par rapport à votre projet. Alors le calcul des heures CPF, donc ça change par rapport au DIF, puisque le DIF en fait on capitalisait 20 heures de formation par an, donc sur une durée de 6 ans, donc on ne pouvait pas dépasser un plafond de 120 heures. Là, la différence, c'est qu'en gros, on cumule les 5 premières années, 24 heures par an au titre du CPF, donc ce qui vous permettra d'atteindre un seuil à 120 heures, et puis ensuite, les années suivantes, on sera sur 12 heures cumulées par an, jusqu'à atteindre un plafond en fait de 150 heures. Donc voilà, donc comme je l'ai indiqué dans la condition, l'accord collectif doit prévoir le financement spécifique de ces heures. Ce financement ne peut être inférieur à 13 € de l'heure. Donc ces fameux critères de prise en charge, notamment AGFOS
que vous aurez en mars 2016, donc qui vous permettra finalement de savoir si on est plus sur 15, 16 ou 20 euros, mettons, de prise en charge par heure de formation au titre du CPF. Voilà, par rapport à la demande, donc pour une formation d'une durée inférieure à 6 mois, donc sachant que ça, là, ce qui est important aussi de bien avoir en tête, c'est le fait que si la formation est prévue sur le temps de travail, il est nécessaire que le salarié en fasse une demande à son employeur. Par contre, si la formation s'effectue hors temps de travail, le salarié n'a pas d'obligation à informer son employeur. C'est vraiment un point important qui diffère également par rapport au DIF. Donc voilà, donc si la formation est d'une durée inférieure à 6 mois et donc se fait tout ou partie sur le lieu de travail, sur temps de travail, pardon, la demande doit être effectuée minimum 60 jours avant le début de la formation. Et à l'inverse, donc si on est sur une formation qui est de plus de 6 mois, la demande doit s'effectuer au minimum 120 jours avant le début de l'action. Par rapport à l'employeur, donc il a 30 jours calendaires donc pour approuver ou pas la demande d'utilisation du CPF sur le temps de travail. Donc voilà, donc il doit y avoir une remise en main propre d'un document qui vaut pour acceptation et donc qui permet d'avoir une preuve des deux côtés de l'engagement de l'employeur sur le départ en formation de son salarié. Sur le contenu, il n'y a pas de formalisme, donc il y a un silence des textes par rapport à ça. En tout cas, si au bout de 30 jours, l'employeur ne s'est pas manifesté, ça vaut pour acceptation et donc le salarié peut partir en formation au titre de son CPF. Par rapport aux heures de formation, donc effectivement, donc un point important, si les heures de formation se font sur le temps de travail, en fait, il y a un maintien de la rémunération pour le salarié. En dehors du temps de travail, il n'y a aucune indemnisation spécifique qui n'est prévue. Par contre, par rapport aux règles liées à la protection sociale, finalement, donc la formation qu'elle se déroule hors temps de travail ou sur le temps de travail, il y a un maintien de la protection en matière d'accident de travail, de maladie professionnelle. Voilà, donc ça c'est des points importants qui pourront aussi vous être demandés par vos salariés si vous êtes responsable de structure. Voilà, donc je parlais du fameux CEP tout à l'heure, le conseil en évolution professionnelle. Je vous invite à consulter le site qui vous permettra finalement de savoir auprès de qui vous pouvez vous manifester et là où vous pouvez finalement avoir une réponse à vos interrogations et finalement à essayer de trouver la bonne formation par rapport à votre projet et votre souhait de futur professionnel. Donc voilà, donc là je vais pas aller plus loin dans le CEP, je vous invite à aller sur ce site justement qui permet de référencer finalement les bons interlocuteurs. Et enfin, donc par rapport à, alors je citais tout à l'heure la boîte à outils, la fameuse mallette RH à GFOS PME. Donc ça, si vous voulez, c'est une plateforme, donc le site www.mallette-rh.com vous permettra finalement pour les structures en tout cas qui sont adhérentes à GFOS PME, d'accéder finalement à tout un tas de fiches pratiques. Et en fait, elles sont dissociées. Enfin, il y a trois parties. Il y a une première partie sur la gestion des emplois et des compétences, une deuxième partie sur la formation des salariés et une troisième sur l'optimisation des démarches RH au sein de vos structures. Et en fait, on retrouve notamment tout un tas de fiches pratiques telles que, en gros, l'entretien annuel d'objectifs, une grille sur comment on le mène, l'entretien professionnel, finalement une grille aussi qui peut vous faciliter la préparation de cet entretien et finalement se retrouver en face de son collaborateur et déjà avoir une grille qui permet non seulement à l'employeur mais aussi aux salariés de le préparer. Donc en amont. Il y a aussi des fiches sur les techniques, les outils de recrutement, sur l'évaluation d'une action de formation, sur l'achat de formation. Enfin voilà. Il y a également aussi sur les risques psychosociaux.
Voilà, donc il y a tout un tas de fiches repères, donc qui peuvent être intéressantes à avoir, on va dire dans votre mallette RH. Pour la plupart, ce sont des fiches que vous retrouverez sur le site de la MOPA, donc avec les ressources qu'on vous proposera avec Florent après ce web séminaire. Donc voilà, donc pas de panique pour les non-adhérents à GFOS PME, puisqu'en fait nous avons convenu avec AGFOS de pouvoir aussi le partager au plus grand nombre. Voilà, donc je laisse maintenant Florent conclure le contenu de ce web séminaire avant qu'on passe aux questions-réponses. Bon, je vais conclure assez vite, hein, vu le timing qu'on a pris, on a un petit peu dépassé. Mais le sujet est relativement important et donc on a voulu lister pas mal de choses et rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, si on a 5 points à retenir, ce serait pour nous ceci, que je vais les lire hein, pour que ça se mette en tête ensemble, que l'information constitue un socle pour avoir une entreprise performante demain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Nous, on insiste là-dessus, c'est notre travail et c'est notre leitmotiv, une manière d'insister sur la nécessité de former son personnel pour que l'entreprise s'y retrouve d'une manière très cartésienne et pragmatique. Que la réforme de mars 2014 rend l'individu acteur de son parcours professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est important. À travers ce compte personnel de formation, notamment, c'est comme si on avait un compte en banque et qu'on gérait son propre parcours de vie professionnelle. À travers l'entretien professionnel, la réforme garantit un accès à la formation qualifiante. Et avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le côté radar, thermomètre, plus vigie, il y a une certaine garantie qui est proposée pour pouvoir, même pas une certaine, une garantie qui est proposée aux salariés et dans l'évolution professionnelle. Que les salariés de droit privé disposent d'un compte personnel de formation crédité en heures. On a vu dans les Mac à fait Fabien, il peut être plafonné à 150 heures de temps et abondé et il y a un conseil en évolution professionnelle qui permet en fait à tout un chacun d'identifier 3 choses, notamment les besoins territoriaux. Ça, c'est important puisque quand on rentre dans le site de mon compte personnel de formation, on voit que quand on rentre son code APE et ses domaines, la liste est différente. C'est le grand schéma qu'expliquait Fabien avec la liste où on retrouve les formations qui sont qualifiantes. Les besoins territoriaux sont différents et c'est également un lieu pour trouver un conseil sur les formations existantes et sur les différentes ressources qui peuvent financer. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On a sur le chat un certain nombre de questions qu'on a relevées avec Fabien. On peut y répondre si on a 5 minutes, sachant qu'on a quasiment déjà dépassé le temps. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, je me permets de rebondir par rapport à deux, trois questions qu'on a pu relever là sur le chat. La première, donc qui était, on fait comment quand un salarié qui est en poste depuis 30 ans, notamment sur la commercialisation, et qui est en gros une spécialiste, une experte sur son domaine de prédilection, donc à savoir la commercialisation en office, et donc qui n'a pas besoin de formation. Dans ce cas de figure, en gros, effectivement, s'il y a pas de besoin en formation, je pense que ce que je peux conseiller, en tout cas, c'est de bien le mentionner
lorsque, à l'occasion notamment de l'entretien professionnel, lorsque la question des besoins en formation est fait partie des sujets qui sont évoqués avec ce salarié, pour justement se prémunir en tant qu'employeur que finalement, cette salariée-là étant tellement compétente que finalement il n'y a pas d'action de formation qui sont forcément légitimes de suivre. Donc ça peut être un moyen finalement de se prémunir. Mais en tout cas, voilà, c'est de bien insister sur ce côté où on veille finalement à ce que le salarié au moins puisse s'exprimer par rapport à ça. Et donc, s'il n'y a pas de besoin qui est exprimé, au moins s'en prémunir. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément de réponse. Ensuite, il y avait une deuxième question sur on fait comment quand le plan de formation qu'on nous propose en interne ne correspond pas forcément aux besoins de la structure. Et du coup, donc en tant que salarié, quand on ne s'y retrouve pas finalement. Là, c'est un petit peu ce qui a été évoqué, notamment en dernière partie de web séminaire, notamment avec ce dispositif, ce compte personnel de formation, qui peut aussi se cumuler à du DIF, et auquel cas, donc, qui peut vous permettre, vous, en tant que salarié, finalement, de suivre des formations qui seraient plus en adéquation avec votre propre souhait et avec votre propre projet. Ensuite, donc, j'ai vu passer une question par rapport aux entretiens annuels de fin d'année. Est-ce que c'est la même chose que les entretiens professionnels? Je pense que Florent l'a bien décrit tout à l'heure. Il faut pas confondre les deux. C'est-à-dire qu'un entretien individuel, un entretien annuel de fin d'année, comme son nom l'indique, il doit se dérouler tous les ans. Il doit se dérouler tous les ans et porte finalement et permettre finalement de faire un bilan d'activité de l'année avec son salarié. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à l'entretien professionnel, lui, il est biennal, donc il est obligatoire tous les 2 ans. Et en fait, il doit essentiellement porter sur cette notion d'employabilité, d'avenir professionnel. Donc les deux sont à maintenir. Alors après, on sait très bien que dans la pratique, certains collègues le pratiquent en même temps. Ce qui peut en soi peut se comprendre. Tout dépend aussi de la taille de l'entreprise. Mais par contre, il faut, comme je le précisais sur le chat, il faut quand même s'assurer que dans l'écrit, en tout cas la restitution écrite qui découlera de cet entretien, il y ait finalement une différence qui soit faite entre la partie synthèse de l'entretien individuel d'évaluation et la partie synthèse de l'entretien professionnel. Voilà, donc ça c'était pour répondre et apporter quelques compléments par rapport aux questions qu'on a vu passer sur le chat. Est-ce que Flo, tu as un complément à apporter? Oui, je vais apporter un petit complément là sur la partie le plan de formation ne correspond pas forcément aux besoins de la structure et comment le salarié s'y retrouve. Je vais mettre la slide numéro 9. Peut-être que en l'expliquant de manière un peu mieux, un peu plus précise, ça va permettre de répondre à cette question. Aujourd'hui, le plan de formation de l'entreprise, il doit répondre à l'intérêt de l'entreprise. Donc, dans tous les cas, il ne peut pas correspondre, on va dire, aux besoins du salarié. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les formations qui peuvent être faites durant le, le temps de travail et qui sont donc nécessaires, à ce que j'expliquais tout à l'heure, en catégorie 1 et en catégorie 2, à l'adaptation au poste ou au maintien dans le poste au temps T. Pour expliquer ces deux catégories, je vais utiliser une petite phrase toute bête. Adaptation au poste, c'est les compétences nécessaires pour suivre le poste, on va dire hier. Voilà, vraiment les choses très basiques, pratiques que j'ai besoin de savoir pour suivre le travail sur ce poste-là. Le maintien dans le poste, c'est les formations dont on a besoin aujourd'hui. Le monde évolue, voilà, ma mission elle change un petit peu. J'ai besoin en fait de faire des formations complémentaires pour être toujours en capacité aujourd'hui de suivre ce poste-là. Donc ça, ce sont on va dire les obligations de l'entreprise à travers le plan de formation de pouvoir être en capacité de mener ces actions. Donc elles sont tout le temps inscrites dans la stratégie de l'entreprise. Donc à travers ces formations-là, il est possible le salarié s'y retrouve. Ce qui est plus difficile, c'est pour la catégorie 2. Et c'est vraiment là, du coup, l'enjeu à construire. C'est pour ça qu'il faut différencier l'entretien
d'évaluation annuelle, qui n'est pas obligatoire, et l'entretien professionnel, qui lui est obligatoire, c'est pour se permettre de se projeter dans le temps et d'identifier en fait les choses, les actions de formation à mener pour que demain, donc là on est dans le futur, l'employé soit en capacité d'avoir des compétences supplémentaires pour se projeter dans son poste à l'avenir ou dans un autre service ou dans plus global sur, sur son. Donc c'est vraiment ces deux choses qu'il faut distinguer. J'espère que c'est un complément de réponse suffisant pour, pour Stéphanie, en l'occurrence. Et il y a justement Carole qui demandait par rapport à l'entretien professionnel, est-ce que c'est pour faire un point sur les perspectives d'évolution professionnelle au sein d'entreprise, ou est-ce que c'est pour faire un point par rapport aux perspectives d'évolution, ben, finalement tout court, c'est-à-dire dans l'entreprise, mais pas que, peut-être pour la suite. Est-ce que tu auras un complément, Florent, à apporter? Ah oui, j'ai un complément. Comment dire? Si je comprends bien, la question, c'est à travers cet entretien professionnel, est-ce qu'on parle que d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise? Je pense que c'est hyper variable. S'il y a deux personnes c'est deux humains qui discutent, et il y a certainement des managers qui seront en capacité de veiller à l'employabilité globale du salarié dans sa vie professionnelle. C'est également peut-être difficile pour certains salariés d'évoquer auprès de leur manager le fait qu'ils veulent suivre des formations pour pouvoir aller ailleurs. Donc ça, j'ai pas forcément de réponse formalisée là-dessus. C'est de la bonne entente entre le lien de subordination qui existe entre un directeur et un salarié. Dans l'absolu, oui, je dirais oui. C'est pour parler de l'évolution et de l'employabilité des salariés dans tout leur parcours de vie. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que la réforme propose un CPF et rend acteur le salarié de cette formation, de sa formation tout au long de la vie. Il n'empêche que ça ne sera pas permis à tout le monde d'être en capacité de se projeter à vraiment long terme et d'avoir un dialogue très constructif avec son employeur pour dire je me projette d'ici quelques mois à ce niveau-là dans l'entreprise, mais dans 5 ans, je veux quitter l'entreprise et je veux que tu me formes pour quitter l'entreprise. C'est mon point de vue. Après, je pense que c'est faisable avec certaines personnes et plus difficilement réalisable avec d'autres personnes. J'espère que ça répond à ta question. C'est tout le problème, effectivement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, avec un Doliprane, ça passera. Il est petit blanc, mais c'est qu'on lit en même temps la conversation pour pouvoir être en capacité de répondre à une éventuelle question complémentaire. On vous mettra de manière cette présentation, enfin Fabien la mettra en ligne. Vous avez nos contacts à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions. On a tas de documents avec nous sur notre bureau. On a essayé de faire un condensé aujourd'hui. On a plus d'informations, plus de détails sur tous les points normalement. Et si on ne sait pas y répondre tout de suite, on pourra y répondre dans l'avenir. Alors juste une dernière réaction. Effectivement, peu de monde aujourd'hui.
peu de monde. Donc c'est vrai que je pense que contrairement à la loi NOTRe où effectivement on a pété tous les scores, je crois. Là, voilà, je pense aussi qu'en termes de communication, peut-être qu'on n'a pas non plus déployé énormément une com spécifique dessus. Bon, l'important aussi, c'est que finalement, dans le cadre de l'exercice 2015, mais aussi pour 2016, et je pense que 2016, ça sera aussi l'un des enseignements liés au web séminaire, mais c'est qu'on puisse vous permettre d'avoir une programmation de 2 web séminaires à minima par mois, où la date finalement sera déjà fixée dans le programme qui vous sera communiqué dès le mois de décembre. Voilà, donc ça c'était pour vous apporter une précision et aussi pour avoir finalement une planification des temps qui peuvent être consacrés à de l'information via des web séminaires, mais aussi via de la formation dans le cadre de celle qu'on pourra vous proposer à l'échelle de la grande région en 2016. Donc ça vous permettra aussi de gérer aussi les plannings en fonction peut-être de ces dates. Sachant que je rappellerai une chose, c'est vrai que le programme, c'est une réponse qui peut être apportée évidemment aux collègues de la branche tourisme. Après, c'est vrai que avec un seul programme et avec aussi la contrainte budgétaire qui est de plus en plus importante, il n'a pas non plus vocation à répondre à tous les besoins en formation qui peuvent être exprimés par les salariés. C'est vrai qu'après il y a des sujets très pointus, très spécifiques. Où là c'est vrai que c'est pas évident. Je vois Stéphanie sur le chat mentionner le fait que c'est pas possible non plus toujours de financer de la formation. On sait que les coûts peuvent être très importants pour un budget. Je pense que l'autre point important qu'il faudra bien avoir en tête, c'est que finalement quand on parle d'action de formation, autant on va dire que c'est bien cadré via la réforme pour on va dire les organismes de formation, autant pour finalement justifier qu'il y a eu une mise en place de formation par l'employeur pour le compte de ses salariés, on peut imaginer par exemple que des formations en interne, notamment où on a un salarié qui informe et qui forme ses collaborateurs, ça peut éventuellement être considéré aussi comme de la formation. Enfin là-dessus, dans la pratique, je pense que l'avenir nous le dira, mais on verra peut-être aussi d'autres façons d'appréhender la transmission aussi dans les structures pour pallier à un manque de financement certain des OPCA notamment, parce que l'autre point important, donc je vous parlais tout à l'heure de ces 1,6 qui étaient collectés, 1,6% de la masse salariale brute qui était collectée jusqu'à présent, et là on va se retrouver avec 1% collecté auprès des structures. C'est vrai que ça a aussi des incidences après sur les leviers de financement. Donc voilà, donc je pense que je reviendrai aussi notamment par rapport aux ressources qu'on va vous partager. Je vais essayer de vous apporter quelques éléments pour notamment par rapport à la définition de ce qu'on entend par une action de formation, et finalement la loi ne le borde pas côté entreprise ou côté employeur. Voilà, donc on met en ligne très rapidement l'ensemble des supports. On espère que ça a répondu à quelques interrogations que vous aviez avant le début du web séminaire par rapport à la réforme de la formation. Voilà, ravi de vous avoir vu et puis enfin vous avoir vu en tout cas mentionné comme participant à ce web séminaire et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Merci.